Salut, ma connexion me permet enfin de lancer ma chaîne Twitch où je pourrai enfin être plus en contact avec vous, mon public bien-aimé. Je vous invite donc à me rejoindre tous les soirs de semaine de 16h à 19h pour l'instant et plus tard en week-end. Vous trouverez toutes les infos sur le Discord en lien sous la vidéo. C'était vraiment très intéressant. Durant sa vie, Philip K. Dick a écrit un nombre juste incroyable de nouvelles et de bouquins, l'infatigable boulimique d'écriture se forgeant à la force des mots une place prépondérante dans notre univers à la fois littéraire mais aussi visuel. Si ces livres marquent le genre de la SF, ils marquent également le genre du cinéma, en offrant au médium un grand nombre de ses plus grands classiques. C'est un écrivain plein de talent, mais aussi de défauts, qui a vécu une vie aussi mouvementée que les aventures de ses bouquins. Mais s'il y a une histoire qui ressort du lot, c'est clairement celle du jour. Sans doute son histoire la plus personnelle, car touchant un sujet très cher à son cœur, et une problématique qui l'affectera toute sa vie. Et cette thématique, c'est bien évidemment le cocktail complètement halluciné et hallucinamment dangereux qu'était sa consommation de... Sans déconner, ce type est une pharmacie à lui tout seul. Que ce soit en récréatif, en religieux ou en abusif, il n'a pas dû être sobre plus des 15 premières années de sa vie. C'est tellement présent dans son mode de vie et d'écriture qu'il n'a écrit en tout et pour tout et selon lui-même qu'un seul livre, sans être sous l'influence d'aucune drogue. Oui, parce que selon Rolling Stone, tous ses bouquins avant ses 70 ans, il les a écrits sous amphète et le reste sous speed. Et pourtant, son seul écrit réalisé sans l'influence de drogue, c'est celui qui en parle le plus, qui en décrit même la part la plus sombre et qui en fait le portrait le plus dur, le plus rude et le plus impitoyable. Sans aucun doute, son écrit le plus déprimant et le plus sombre. Et bien rarement, une adaptation a aussi bien retransmis ce type d'émotion. A Scanner Darkly est un film bien spécial, que ce soit dans son scénario, à son cast, en passant par ses visuels, à peu près rien n'est commun dans ce film. Déjà, ce que vous remarquerez en premier, c'est que le film de Richard Linklater est réalisé avec une technique pour le moins inhabituelle. Et là, laissez-moi vous parler de la rotoscopie. La rotoscopie, c'est un vieux procédé, et même un très vieux procédé. Normalement, ça sert à diminuer les coûts de production, en faisant en sorte de réduire au maximum le travail des animateurs. Basiquement, on prend un rush vidéo tourné avec de vrais acteurs faits de chair et de sang, et on demande à une équipe de redessiner directement par-dessus. Ça évite d'avoir à tout faire de A à Z, et notamment de faire des interframes, et ça donne un côté plus fluide à l'animation. Enfin, ça après c'est sur le papier, parce que justement ce côté fluide se remarque énormément et a tendance à être trop fluide. Et c'est souvent assez gênant ou à minima très dérangeant. C'est pas pour rien que c'est un procédé qui est utilisé la plupart du temps dans deux cas de figure. Soit pour donner un genre, soit par pure économie de moyens. Et surtout c'est un style vieux et extrêmement cheap, même à l'époque. On est en 2006 quand le film sort. La rotoscopie, son âge d'or, c'est les années 70, avec des films comme Le Seigneur des Anneaux de Bakshi ou Le Métal Hurlant par exemple. Et pourtant, si le film n'avait pas ressorti une aussi vieille et originale technique, il n'aurait jamais été la perle qu'il se révèle être. A Scanner Darkly a dans sa forme même une structure assez spéciale. Ce n'est pas un film classique avec un héros mis face à un méchant qu'il va devoir stopper pour accomplir sa mission ou sa destinée ou que sais-je. A Scanner Darkly, c'est une descente en enfer d'1h30 d'un personnage qui se détruit consciemment petit à petit durant toute l'intrigue. C'est un personnage à qui on ne laisse aucune chance ni porte de sortie pour échapper au tragique de sa situation. C'est un personnage entouré de fous, de psychopathes qui cherchent avant tout sa ou leur propre destruction. Oui, on est sur ce genre de film. L'action prend place dans un Los Angeles du futur de l'année 2013. Ici, la situation, que ce soit sociale, économique ou morale du pays, est aussi déprimante que celle dans laquelle notre monde baigne actuellement. Le pays est gangréné par une myriade de problèmes qui plongent sa population dans le désespoir. Le monde semble figé sur lui-même comme s'il attendait sa propre implosion. Et comme toute société avant que ça pète, sa population se jette dans un exutoire ou un autre. Ici, il s'agit de la substance D, une drogue nouvellement arrivée sur le marché qui ravage tout sur son passage. Une drogue tellement puissante qu'une seule et unique prise suffit à devenir addict et qui commence immédiatement à détruire le cerveau de sa victime, sans pour autant sembler lui apporter la moindre euphorie chimique. C'est dans ce monde qu'évolue Bob Arctor. Entouré de sa bande de potes, Bob n'a pas ce qu'on pourrait qualifier d'une vie très saine.
Il est paumé, drogué jusqu'à la trogne, sa copine refuse tout contact physique, il est constamment plongé dans une dépression mélancolique due à sa propre situation, et ses potes sont aussi toxiques pour lui que la drogue dont il abuse avec eux. Sauf que Bob n'est pas un junkie comme les autres. Bob est un indique pour la police. Plus même, Bob est flic lui-même, infiltré au milieu de ce groupe pour tenter de remonter une filière de production de la substance D. Le film commence même avec lui donnant un speech anti-drogue dont il ne croit lui-même pas un seul mot à une audience qui semble s'en contreficher. Like if you were a diabetic and you didn't have money for insulin. Would you steal to get the money or just die? I think you better go back to the prepared text there, Fred. Ainsi, nous allons suivre petit à petit la déchéance de cet homme, dont l'état va se dégrader toujours plus vite et toujours plus violemment, perdant petit à petit toute notion de réalité, tout comme d'identité. Et à partir de là, en réalité, je peux cesser de vous parler du scénario du film. Ce film ne se regarde pas pour son intrigue, bien qu'il possède tout de même un twist sur son final qui est plutôt vraiment sympa, et que je ne vous spoilerai qu'en partie spoil, car je ne suis point un fiefé salaud. Ce film se regarde avant tout pour son ambiance, qui est en elle-même son message, presque plus que ses dialogues, qui sont souvent présents pour faire de l'exposition, bien que ceux-ci se réservent tout de même quelques petites perles d'écriture déclamées par un Keanu Reeves en grande forme, qui devait être bien content de choper un rôle un peu plus calme à sa sortie du tournage de Matrix. L'ambiance donc est extrêmement ouateuse et floue, aidée bien sûr à la fois par la colorimétrie et l'animation. Le film distille un air très vaporeux, comme si l'esprit du spectateur était pris dans la même drogue que les personnages. D'ailleurs, cette même drogue nous empêche également d'être sûrs de ce que nous voyons. Au cours du film, plusieurs fois, fantasmes intentés par la substance et réalité se mélangeront sans que nous nous en rendions compte, sans même d'ailleurs qu'on ne sache si la révélation de leur état de fantasme ne soit vraie, car elle aussi vue au travers des yeux de Bob et de la drogue. Quant à cette atmosphère de folie floue et ouateuse, elle est parfaitement rendue par le babillage incessant et le plus souvent vide de sens ou de cohérence vis-à-vis de la situation provoquée par les personnages et leurs dialogues. Que ce soit le personnage de Woody Harrelson et surtout celui de Robert Downey Jr., le film ne les laissera jamais silencieux et leur emprise sur votre esprit sera aussi importante qu'ils le sont sur celui de Bob. Si le personnage de Woody Harrelson reste un peu plus en arrière et semble paradoxalement le moins frappé de tous, c'est vraiment la perte de Downey Jr. qui marque une bonne partie du film, bien que surjouant un petit peu trop le côté très coupé de son style habituel. Si, vous savez, cette façon qu'il a de faire de petits silences au milieu de ses phrases pour marquer son discours, tout le jeu de son Iron Man repose là-dessus. Et si chez Marvel ça donne l'image d'un cerveau fonctionnant plus vite que la moyenne, ici ça donne parfaitement bien l'exact inverse. Le personnage est simplement complètement fou, paranoïaque et limite schizophrène, tant ses changements de personnalité sont rapides. Anecdote intéressante, il a utilisé sur le tournage des post-it dispersés sur tout le plateau pour retenir ses lignes, déambulant ainsi dans les décors pour lire ses diverses répliques, donnant cette sensation de mouvement constant du personnage, qui colle vraiment bien à ce personnage. Personnellement, je pense aussi qu'il est surtout excellent dans son rôle car il était à l'époque encore en plein dans sa propre grosse période drogue et alcool, et qu'il était certainement pas complètement clean. Oui, non, parce qu'aujourd'hui on lui donne l'empereur sans confession à Robert, mais le Robert, ça a été un sacré bestiau pendant des années sur les plateaux, bourré dès le matin avant de tourner, drogué dès la sortie des plateaux, il a même fait de la tôle à l'époque, c'est dire. Heureusement pour lui, il s'est énormément repris en main entre temps, mais ça nous aura au moins donné cette perf très réaliste pour le coup. A noter que le film possède un message très sombre en son sein, presque aussi sombre que celui du bouquin en fait. Basiquement, ça nous dit que le monde, c'est de la merde en fait. Notre société est sur le point de s'effondrer vers un totalitarisme policier, que tu peux avoir les meilleures intentions du monde, tu auras toujours quelqu'un pour te manipuler, que ce soit tes amis, tes collègues, ta dope ou même ta propre imagination, et que tous ceux qui te vendent un espoir en ont souvent quelque chose à gagner et se contrecarrent de toi. Comme j'ai dit, c'est un film très sombre et si le déroulé du film vous a pas déjà complètement mis à terre au niveau du moral, la fin vous terminera clairement. Alors oui, je passe en zone spoil, alors que c'est quand même un des points majeurs du scénario, je sais, mais c'est pas comme si le film croulait sous les retournements et les intrigues, donc je voulais pas vous gâcher celle-là. Durant tout le film, on a un nom qui revient souvent dans les dialogues, un groupe nommé New Hope, qui se développerait aussi vite que la substance D, tout simplement car il s'en présente comme la solution, leur centre de désintox fleurissant dans toute la ville aussi vite que les junkies fleurissent dans les rues. Et on a d'ailleurs dans les dialogues du mal en fait à comprendre quel est leur véritable rôle dans cette histoire. Certains en parlent comme une organisation caritative sérieuse, tout comme d'autres y décrivent une véritable secte qui pratique sur ses patients un lavage de cerveau quasiment total. Et au final, le film nous met comme ultime thématique que ce qui nous empoisonne nous est vendu directement par ceux qui nous soignent. Et attention, c'est pas en mode Josiane sur Facebook qui partage la dernière merdouille complotiste à base de dictature sanitaire. Là, on est bien plus sur un parallèle sur la guerre contre la drogue des années Nixon, où le gouvernement était directement impliqué dans un trafic qu'il utilisait pour contrer sa contestation sociale. New Hope se révèle donc être les principaux pourvoyeurs de la fameuse drogue, utilisant comme esclaves des junkies tellement cramés par leur dope qu'ils ont juste perdu toute individualité.
Et c'est le destin de notre pauvre personnage, finir sa vie dans les champs comme un esclave des temps modernes, à ramasser la drogue qu'il a détruit lui-même. Et le pire, c'est que tout ceci n'est dû qu'à une manipulation de ses propres collègues. Au courant de cet état de fait, ils l'ont eux-mêmes poussé dans la drogue pour en faire le client idéal de New Hope, en espérant que les quelques neurones qui lui resteraient à la fin soient suffisants pour lui rappeler que un jour, il a été flic et que un jour, il avait un but dans la vie et qu'il leur fasse passer en douce une preuve de l'implication de New Hope. Et ils en sont même pas sûrs. C'est de l'infiltration policière aussi travaillée que jeter une bouteille à la mer. C'est compter sur la chance infime que leurs collègues dont ils ont eux-mêmes sciemment détruit la vie et le mental, et encore le peu de discernement et le peu de cellules grises nécessaires pour se souvenir vaguement qu'il doit les aider. C'est une action qui a une chance sur 1 million de marchés. Et ils s'en foutent. Enfin non. Et bien sa collègue / amante qui l'a manipulée en premier lieu, qui semble en avoir quelque chose à foutre, mais elle est immédiatement arrêtée dans son empathie par son propre collègue. To sacrifice someone, a living person, without them ever knowing it. I mean, if he'd understood, if he had volunteered, but he doesn't know, and he never did. He didn't volunteer for this. Sure he did. It was his job. It wasn't his job to get addicted. We took care of that. Et ce qui est génial mais également horrible avec ce film, c'est qu'on a de l'empathie pour ce personnage, énormément d'empathie. C'est même un des plus grands drames de ce film. Ce pauvre mec, il aimerait bien reprendre le contrôle de sa vie, purger ses veines de la drogue, se barrer de cet environnement, reprendre une vie normale, mais il peut pas. Il peut pas parce que c'est un bon gars qui croit à son taf et qui est réellement persuadé que s'il souffre, c'est pour la bonne cause. Et par conséquent, il ne peut pas tout laisser comme ça, parce qu'il y a des gens qui comptent sur lui. Mais comme je vous l'ai dit, dans ce film, et comme chez nous, le monde, c'est de la merde. Parce qu'il a beau avoir toute la meilleure volonté du monde, il voit aussi qu'il se bat pour un monde qui n'en vaut pas la peine, un monde qui surveille sa population de tous les moyens possibles, un monde qui ne bouge plus, un monde où le pouvoir en place est prêt aux enlèvements en pleine rue pour maintenir son pouvoir, et on suppose à bien pire pour se maintenir. Oh, it's our tax dollars at work. Protect us from ourselves. Hey guys, I used to be one of you. Stop selling out your own species. Finalement, en étant terriblement pessimiste sur son univers, le film propose une critique violente des États-Unis période guerre contre la drogue, mais aussi, et c'est le plus flippant, du pays des années plus tard. C'est pour ça que le film est aussi intéressant à revoir, parce qu'en 2006, ils ont posé un constat sur le passé. Parce qu'en 2006, les gens qui ont fait ce film ont posé un constat sur le passé de leur société, tout en prédisant son avenir d'une manière terriblement réaliste, même si les États-Unis n'en sont pas encore au stade d'enlever des gens dans la rue. Cela dit, c'est des choses qui se sont vues pendant les manifestations Black Lives Matter. Mais, malgré son côté très cynique, j'aime énormément ce film. Pour son côté psychédélique, pour le jeu des acteurs et pour son message pessimiste. Et ouais, même pour son message pessimiste. Parce que de temps en temps, il faut bien des films pour nous rappeler que non, nous ne vivons pas dans un monde où les oiseaux et les gens chantent en se tenant la main comme dans un Disney. Non, parfois le monde, il est sale, il est désespéré et il semble sans espoir pour des millions de gens pris dans un enfer dont rien n'est fait pour les en sortir. Et c'est pas en se mettant des œillères colorées aux couleurs de Disney qu'on va les effacer de nos pensées. C'est d'ailleurs pour ça que le film et cette vidéo se termineront sur une liste de tous ceux que Kadik a perdu au cours de sa vie à cause de cela. Et quant à moi, je vous dis à bientôt et salut.